Le rapport entre politique et religieux, une interaction complexe en perpétuelle évolution dans le Sahel. On s'arrête sur le cas du Sénégal ce soir. Le docteur Bakary Samb sort un nouvel ouvrage, Contestation islamisée, le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique. Un livre à retrouver aux éditions Africana. Bonsoir Bakary Samb. Bonsoir madame. Alors vous expliquez dans votre livre que l'islam au Sénégal est majoritairement soufi. Pourquoi il domine ? Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, la conquête des cœurs a toujours été plus durable que la soumission des corps. Le mode d'islamisation du Sénégal, c'était un mode pacifique par le biais des confréries. Il y a eu certes des aventures guerrières, mais qui n'ont jamais prospéré. Ce mode d'islamisation conditionne la nature de l'islam et l'adhésion massive au soufisme qui fait du Sénégal une exception dans cet environnement sous-régional, mais aussi dans un environnement où la religion, dans certains pays, est un facteur de déstructuration, alors qu'au Sénégal, il est un facteur de cohésion sociale. Et justement, quels sont les différents courants soufis ? Les différents courants, ce sont des confréries. Nous en avons 4 au Sénégal. 2 qui sont endogènes, qui sont nés au Sénégal, la Mouridia et puis les Layènes. Et nous avons des confréries exogènes qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire la Tijania, qui est venue du Maroc et de l'Algérie, mais aussi la Qadriya, qui est venue de l'Irak, mais en traversant la Mauritanie. Ce sont les différents courants que nous avons. C'est vrai que ces courants se distinguent par des oraisons, par des modes de religiosité, par la manifestation concrète de ces confréries au niveau de la pratique. Et finalement, quelle est la spécificité de cet islam sénégalais en général ? Oui, on parle beaucoup d'une spécificité de l'islam sénégalais, comme je l'ai dit au début, qui n'a pas constitué un facteur de déstructuration sociale, mais un facteur de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a une spécificité qui fait que qu'au Sénégal, en fait, l'imaginaire nationaliste est toujours aussi corrélé à l'imaginaire politique. C'est-à-dire que depuis le début de cette islamisation, il y a eu cette relation complexe entre les princes et les marabouts, et aujourd'hui entre les présidents, les gouvernements et les confréries religieuses et leurs chefs, c'est-à-dire ces marabouts qui sont dans les différentes confréries du pays. On note à juste titre que le Sénégal est épargné par la menace terroriste. Il est d'ailleurs l'un des rares pays de la sous-région à ne pas avoir intégré le G5 Sahel. Comment vous expliquez aussi cette nouvelle exception sénégalaise ? Vous savez, le Sénégal a pu rester un îlot de stabilité dans cet océan d'instabilité qu'est la région sahélienne, frontalier du Sénégal, du Mali, frontalier de la Mauritanie et d'autres pays comme la Guinée-Bissau, où la situation politique est un peu plus complexe. Mais je pense que ça, c'est dû à cette forme d'exception. Mais je reviens toujours pour dire aux décideurs et aux autres chercheurs que cette exception n'est pas une exception durable si rien n'est fait pour justement préserver ces acquis. Il y a certes des piliers, il y a certes des leviers qui font que cet islam perdure de manière pacifique, mais le Sénégal n'est pas en dehors des influences que subissent certains pays voisins, que subissent aussi d'autres pays africains comme le Mali, le Niger et la Mauritanie dans une moindre mesure. Est-ce que l'islam sénégalais a toujours été en lien avec la politique ? Toujours. Je pense qu'il y a une relation presque, je dirais, congénitale entre le politique et le religieux au Sénégal, sachant que ce qu'on appelle aujourd'hui le contrat social sénégalais, c'est-à-dire ce type de relation entre la sphère du politique et du religieux dans une forme d'interaction constamment renégocié. Cela date de très très longtemps. Cela date même dans le mode d'islamisation avec les princes au temps de l'Empire du Mali, mais aussi pendant la période coloniale. Je rappelle que le général de Gaulle, en 1958, pour faire passer son référendum pour que le Sénégal reste dans la communauté franco-africaine, a dû s'appuyer sur les 2 puissantes confréries du Sénégal, à savoir les Mourides et les Tidjanes. Alors il faut quand même rappeler que le Sénégal est un État laïque, mais les confréries musulmanes ont toujours participé à la vie politique, vous venez de le dire. Comment s'est créé cet équilibre finalement ? Le Sénégal est en train de vivre, comme à l'instar de tous les pays francophones laïques, ce paradoxe qui fait que l'État est désormais obligé à gérer le religieux au regard de son importance et du fait que le religieux est devenu un enjeu politique et un enjeu sécuritaire. C'est vrai, il y a un rapport négocié et Serigne Abdou Aziz Mbacké Majalis explique très bien ce qu'il appelle ce contrat social sénégalais, mais aussi ces rapports complexes qui sont parfois vus seulement quand on est en Occident sous des rapports de clientélisme, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Ce sont des rapports négociés, ce sont
avons des rapports qui ont été à l'origine de la stabilisation du pays, mais cela comporte un certain nombre de dangers, non seulement, notamment avec le fait que certains hommes politiques quand même sont en train d'entrer parfois dans des compromissions avec des sphères religieuses qui peuvent se révéler, elles, ces compromissions dangereuses pour la démocratie et les libertés. Et justement, quels sont les partis politiques issus du courant islamique au Sénégal? Quel est leur poids? Il y a un verrou constitutionnel qui fait qu'au Sénégal, un parti ne peut être ni religieux, ni régional, ni ethnique. Mais les nouvelles mouvances islamistes arrivent à contourner ce verrou constitutionnel en faisant de l'entrisme, en s'alliant à des partis politiques. Le mouvement Ibadur Rahman, qui est un mouvement, s'est allié avec le président Macky Sall pour les élections de 2012. Aujourd'hui, on parle d'Ousmane Sonko et d'autres, mais rien n'est établi. Il n'y a pas d'exception sur le landerneau politique de partis qui ne soient pas en relation avec des mouvances religieuses, que ce soit confrériques ou réformistes. Et nous avons des hommes politiques qui utilisent des versets coraniques comme d'autres. Est-ce que vous pouvez approfondir comment les candidats s'approprient ce discours religieux concrètement? Ils ont un rapport utilitariste par rapport aux religieux, par rapport aux confréries. Il n'y a pas d'exception. Aussi bien le parti au pouvoir avec le président Macky Sall qui récitait des poèmes de Cheikh Amadou Bamba durant le dernier Magal, d'autres candidats comme Idrissa Seck utilisent des versets coraniques, d'autres candidats aussi font appel toujours à ce référentiel religieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce référentiel religieux fonctionne et fait sens auprès des populations. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle cette nouvelle conscience confrérique qui fait que les confréries, certes, s'ingèrent dans le champ politique, mais les disciples de ces marabouts font de plus en plus la distinction entre ce qui relève de leur foi, de leur engagement religieux, et ce qui relève de leur choix en tant que citoyens, qui, en dernier lieu, leur appartient. Bakary Samb, enseignant-chercheur, votre livre « Contestation islamisée, le Sénégal entre diplomatie d'influence et islam politique » est à paraître aux éditions Africana. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde. Merci de votre aimable invitation.